est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est le vendredi 18 mai. Ah oui. 18 mai, on n'est pas en bleu et rouge ici, là. C'était hier, moi. Enfin, j'ai pris ça de court. OK. Donc, vous écoutez Radio Centre-Ville. On est en direct sur Facebook. On sera en différé sur WhatsApp et YouTube. On va parler de quoi aujourd'hui, Jean-Étienne? Bonjour. Bonjour Jean-Humain et bonjour à tout le monde. Ça se dit, j'ai failli oublier. Ben oui. C'est sûr qu'on va parler de 18 mai, que ce soit ici à Montréal ou en Haïti. C'est la fête du drapeau. Si vous êtes haïtien, vous devez comprendre ce que cela veut dire pour nous et pour les Haïtiens d'une façon générale. Ouais. Il y a plusieurs fêtes ici à Montréal, que ce soit à Montréal-Nord, sur la rue, au coin de Pascal et Roland, je crois. À la Perle Retrouvée, il y en aura à Parc Extension. Il y en aura un peu partout. Alors, on est dans l'embarras du choix pour la fête. Quand on est dans l'embarras du choix, il faut faire le choix de l'embarras. Oui, non, pas du tout. Et puis, bon, ce matin, on va parler de ça. On va parler de taxi encore, mais cette fois, on va laisser l'Association haïtienne des travailleurs de taxi en paix. Et on va regarder du côté de Théo Taxi, qui a mis à pied une trentaine de chauffeurs récemment. C'est une nouvelle qui a été apportée par le Journal de Montréal cette semaine. Et là, on a parlé à un porte-parole de Théo Taxi qui explique pourquoi ces chauffeurs ont été mis à pied et ils sont à la recherche de chauffeurs. Qu'est-ce que ça donne? On va voir un peu plus tard. On va voir ça. Et puis, en Haïti, on parlera de 18 mai aussi. Oui. Quelles sont les nouveautés de ce 18 mai? Comment vont les préparatifs aussi? Comment ça va se passer? Ouais. Ça va être différent selon le porte-parole de la présidence, Lucien Huera. Et puis, les drapeaux, on les achetait à l'étranger. Aujourd'hui, on se rappelle que c'est en Haïti que Catherine Flon l'avait cousu en 1803. Voilà. Ça fait 100 ans, Ça, c'est bien. Que ça se passe à Arcahaie comme ça. On me parlera aujourd'hui. Aussi. Ça fait plus de 100 ans que le drapeau a été cousu, là. Mais c'est en 1818. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, 1918, disons. Depuis qu'on célèbre ça à Arcahaie. Chaque 18 mai. Voilà. Et on va parler aussi, Jean-Étienne, On parlera des états généraux sectoriels. De la nation. Oui, toute la programmation avec Jean-Claude Desgranges et Mimose Félix, deux membres du comité de pilotage. On parlera aussi... Sachez aussi que le choléra est encore présent en Haïti. Oui, 3 morts au Gonaïve chez toi. Bon, chez toi, c'est à Saint-Marc, mais en tout cas, bref. Et puis, on parlera aussi de la bisbille au sein des partis politiques. Après fusion, le PHTK semble être divisé, mais... Yannick Mézil ainsi que Rudy Riveau tentent de colmater la brèche, de rassurer tout le monde. On va voir, on va parler de tout ça. À tantôt. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles d'Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Voilà, rebonjour. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par InTexto. Et on est également en direct sur Facebook, en différé sur YouTube et WhatsApp un peu plus tard. Alors, on va commencer ce matin avec cette histoire de taxi. On en a parlé toute la semaine. Et comme tu l'avais annoncé, Jean-Humain, il y a des détails à apporter par rapport à Théo Taxi ce matin. Oui, le Journal de Montréal avait évoqué le fait que Théo Taxi avait mis à pied une trentaine de chauffeurs, ce qui est vrai. Maintenant, pourquoi? Il y avait le témoignage de plusieurs chauffeurs qui parlaient des conditions de travail, de ci, de ça, qui n'étaient pas au rendez-vous, qui n'étaient pas au beau fixe.
Ben là, la version de Théo Taxi, c'est que il y a eu des cas de fraude, des cas d'abus de confiance et toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que Théo Taxi, cette entreprise qui embauche environ 400 chauffeurs, et a dû mettre à pied une trentaine d'entre eux. On va écouter le porte-parole de Théo Taxi, Jean Vachon. Alors évidemment, leurs commentaires étaient plutôt négatifs. Et il y avait un esprit peut-être de blanche, je sais pas, à voir. Mais faut pas oublier qu'on a plus de 400 chauffeurs et de façon générale, nos chauffeurs sont satisfaits de travailler chez Théo. Oui, mais combien de chauffeurs en réalité est-ce qu'ils ont été congédiés? Entre 25 et 30. Je sais pas le chiffre exact là. C'est pas ma responsabilité, mais entre 25 et 30. OK. Les raisons, c'est quoi? Toutes sortes. Mauvaise attitude, fraude envers l'entreprise, production insuffisante, retard récurrent. Des choses tout à fait, des situations tout à fait documentées d'ailleurs. OK. Vous avez perdu de l'argent avec ça? En termes de fraude, ça totalise combien? J'ai pas ce chiffre-là, mais effectivement, oui. Effectivement, vous avez perdu de l'argent, c'est ça? Bien sûr, oui. Il est clair que M. Vachon a expliqué les conditions, pourquoi ils ont vraiment envoyé les gens. Oui, les raisons pour lesquelles ils ont... Mais il faut les remplacer aussi, j'imagine. Ouais, et là-dessus, ils ont toute une campagne pour recruter d'autres chauffeurs. Exactement, c'est pour ça que Théo Taxi est à la recherche actuellement de chauffeurs. Maintenant, chauffeurs de taxi, évidemment, mais qu'est-ce que ça offre comme avantage, comme salaire, est-ce que ça pourrait vous intéresser? On va écouter de nouveau Jean Vachon, le porte-parole de Théo Taxi. On est en processus de recrutement intense. On a des objectifs d'accroissement de la flotte. Okay. Et c'est un monde temporaire, mais on est en recrutement continuel. Et les gens qui sont intéressés à venir chez Théo peuvent s'informer. Nous offrons des conditions de travail intéressantes. Et nous sommes à la recherche de gens qui veulent travailler, qui sont enthousiastes face au service à la clientèle. Ils seront bien traités chez nous. OK. En parlant de bien traité, qu'est-ce que vous offrez comme avantage, comme salaire, comme avantage social? Donc tout d'abord, c'est un salaire garanti. OK. 12,50 là, avec la nouvelle augmentation du salaire minimum. Et nous garantissons un revenu avec les pourboires, un revenu minimum de 15 $. OK. Et évidemment, avec les avantages sociaux qui viennent avec le statut de salarié, contribution au régime de rente, vacances payées, etc., etc. Voilà, Jean Vachon de Théo Taxi. On vous le disait, on parlait de 18 mai. Oui, on va commencer. Il y a tellement de fêtes ici à Montréal. Pascal et Roland, il y en aura à la Perle retrouvée, dis-je bien, et Parc Extension également, un peu partout à travers Montréal. Le bleu et rouge va flotter. Oui. Va flotter. Alors, bonjour, Madame Black. Bonjour, bon matin. Bon matin, c'est Christine Black, la mairesse de l'arrondissement, qui est avec nous à l'émission ce matin. Alors, à quelle fête est-ce que vous serez, vous? En fait, vous comprendrez que mon cœur, moi, est toujours à Montréal-Nord. Donc, à ce moment-là, je vais être à Montréal-Nord demain après-midi. On croise nos doigts vraiment aujourd'hui parce que demain, ils annoncent beaucoup de pluie, malheureusement. Alors, on est en attente en ce moment à savoir si la fête va pouvoir avoir lieu ou non. Oui, ça aurait été mieux de fêter aujourd'hui parce qu'il fait beau dehors, là. Absolument. Donc, mais vous savez, au Québec, on n'a pas tellement le choix de fonctionner avec Dame Nature. Donc, pour toutes les activités extérieures, c'est toujours un coup de chance un peu à chaque année. Alors, on va voir. Je sais que la décision doit être prise aujourd'hui à savoir si la fête se maintient ou pas demain. Mais c'est ça, disons que les statistiques en ce moment ne sont pas sur notre côté avec ce qu'ils nous annoncent. Oui. Comme mairesse, vous célébrez pas seulement le drapeau haïtien, vous mangez haïtien aussi. Vous m'avez dit que vous mangez du maïs moulu. Oui, en fait, M. Goudou, je relisais dernièrement une entrevue qu'on avait fait ensemble il y a près de 2 ans. Bon? Je suis arrivée comme mairesse il y a 2 ans et effectivement, j'étais allée très loin dans ce que je fais dans la communauté, avec la communauté haïtienne. Et effectivement, j'aime beaucoup la nourriture haïtienne et finalement toute la culture haïtienne
qui est très, très présente à Montréal-Nord. Alors, pour moi, c'est une façon aussi d'être proche de mes citoyens du quartier. Bon, voilà. Et puis, demain, on va se croiser les doigts, comme vous dites, pour que le soleil pointe le bout de son nez et pour pouvoir flotter le bicolore, le bleu et rouge. Vous en avez? En fait, vous savez, j'ai plusieurs accessoires dans mes choses à la haute, également à la maison. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Donc, on croise les doigts pour demain, mais également ce soir, à l'appel retrouvé, je serai également présente. Alors, et si vous me permettez, j'ai préparé un petit mot en créole que je voulais adresser à vous tout le temps. Alors, si vous me permettez, je vais leur dire mon petit mot ce matin. On va mesurer le créole, votre créole, oui. Ah, écoutez, je me pratique, je me pratique. D'accord. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est la communauté haïtienne, comme mes restes. Pas que moins de nous que moins fier pour me la matin et m'a profité souhaiter une belle fête de drapeau pour Haïtiens qui était dans Montréal-Nord et par tout le monde là. Moi, je voulais rassurer tout Haïtien que m'a travaille en pile pour yo et pour Montréal-Nord. Alors voilà, c'est mon message du matin. C'est pas si mal, ça. C'est pas mal quand même, Madame Black. Ouais. Oui, mais en fait, vous savez, j'avais déjà suivi des cours de créole bien avant d'être mairesse et bien entendu, j'entends bien souvent les gens parler créole autour de moi à Montréal-Nord, donc ça me permet de me pratiquer, de me rester dans l'ambiance. Voilà. Comment arrivez-vous à vraiment vous mettre en contact avec la culture d'une façon générale haïtienne? C'est la langue, le drapeau. Comment ça a commencé? En fait, je vous dirais que moi, en fait, ça fait près de 16 ans que je suis à Montréal-Nord cette année. Je suis arrivée en 2002 et comme j'avais dit à M. Goudou il y a déjà 2 ans dans notre entrevue qu'on avait fait ensemble, ça a été vraiment une surprise, une découverte pour moi de connaître la culture haïtienne parce que je proviens d'un petit village sur la Rive-Sud, donc je découvrais en même temps Montréal-Nord et par le fait même la culture haïtienne. Donc, c'est certain que ça a été tout d'abord par les gens, par les personnes que j'ai pu rencontrer, mes collègues de travail à l'époque quand je travaillais à l'Escale. Également par les jeunes qui venaient nous voir, par la nourriture, ils s'apportaient des plats et je me demandais bien ce que c'était. Donc, c'est sûr que c'est des nouvelles odeurs, c'est des nouveaux goûts qu'on doit développer et en même temps, je suis une personne très curieuse et de nature, donc c'est sûr que je suis allée très rapidement arriver à comprendre, à connaître par justement la communication, par les échanges. Donc, voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup, Madame Black. Encore une fois, bonne fête du drapeau. Ben, merci à vous aussi. Bye bye. Bye bye. Alors, François et ses fracas. François et ses fracas. Comment il va? Très bien, très bien. Et puis, je salue Jean-Tom, je salue tous ceux et toutes celles qui sont à l'écoute. Bonjour, oui. Bonjour, François. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, Oui, ça va. Alors, bonne fête du drapeau, François. Oui, merci. Tu seras à quel endroit, toi? À tous les Haïtiens, je pense que je serai à l'appel retrouvé. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est la démagogie dans certains... mais il faut certains, par exemple, quand ils essaient de parler quelques mots créoles, là, moi, je trouve que c'est pas normal. Et, la audition devrait être représentée par un Noir, par un Haïtien qui occupe la plus grande partie. Et puis, quand quelqu'un vient du bon bagage, quelques mots créoles, là, moi, je n'aime pas ça parce que pourquoi les Juifs. C'est plutôt sympa, François, non? Non, on n'est pas obligé d'être sympa. Le problème de la communauté, c'est que on a trop de choses à régler, qu'on se fait dire, bon bagage, et puis là, on s'amuse en rue. Moi, je trouve que on devrait dépasser ce stade-là parce que on a trop de choses à régler. Et c'est ce que font les politiciens. Quand ils viennent, ils essaient de nous rouler de la farine avec des mots bon bagage.
et puis c'est fini là. En tout cas, la communauté est plus loin que ça, Bon. Parce que généralement, il ne faut pas ça avec les Italiens, il ne faut pas ça avec les Juifs, mais c'est avec il me semble que oui. Il me semble que oui. J'ai souvent entendu des politiciens faire ça. Bon, oui, bon bref. Ils le prennent en pitié, et puis, oui, après. Non. Et normalement, ça veut dire que Montréal-Nord, qui a une grande majorité d'Haïtiens là-dedans, ça veut dire que ça devrait être un noir, c'est pas un black, c'est un noir, et puis on devrait vraiment avoir des choses comme ça. C'est dommage. Bon, ça c'est un autre débat, François. Mais oui. c'est un autre débat. Parce que à eux seuls, les Haïtiens, ils peuvent pas gagner Montréal-Nord. Et puis, il y a différents types de communautés ici. Comme à Saint-Léonard, à eux seuls, les Italiens ne pourraient pas gagner. Mais ils exposent un Italien. Oui. Non, mais il faudrait peut-être aborder la question autrement, François, dans le sens que ça soit un noir, un blanc ou peu importe, c'est qu'est-ce qu'on fait pour Montréal-Nord, qu'est-ce qu'on fait pour fonctionner ensemble, parce que les communautés, elles sont multiples, hein, vraiment multiples à Montréal-Nord, et c'est pas seulement haïtiens. On a tendance à penser que c'est seulement les Haïtiens qui occupent ici, mais il y a les Maghrébins qui sont là aussi. Zanima, et Paris-Station, et Saint-Laurent, Saint-Léonard, chaque zone se donne un leader de la majorité. Ça veut dire que c'est pas seulement une question par exemple, là, souvent, on nous fait passer tous comme des gens de Montréal-Nord, et puis aujourd'hui, il y a des problèmes fondamentaux. Oui, il faut. Je suis d'accord, François, il faut aborder ces problèmes-là, je suis d'accord. Mais, à mon humble avis, il faut pas mélanger la couleur là-dedans. En tout cas, de toute façon, on va pas faire le débat parce que c'est pas ça l'objectif. Ok. On va parler des services. Ouais. Et oui, on va parler de Vision Max Service. Oui, Vision Max Service qui offre des services en immigration. Et on commence avec des gens qui sont ici, qui voudraient parrainer leurs parents. Par exemple, parrainage de parents, parrainage de conjoints, en même temps pour les enfants. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a souvent beaucoup de problèmes pour parrainer un conjoint parce que souvent les gens n'établissent pas la bonne foi de la personne. Alors on invite les gens à faire appel à nous parce qu'on est en mesure de pouvoir les aider à vraiment préparer un dossier. Ça c'est pour le parrainage. Pour le conjoint, pour le parrainage de parents, c'est sûr qu'on a un délai, ils ont un délai, les gens qui ont été sélectionnés ont un délai jusqu'à la fin du mois pour envoyer leur dossier. On espère qu'ils vont le faire. Et si jamais ils ont de la difficulté à préparer leur dossier, ils peuvent nous appeler et puis on va les aider. Après ça, on a au niveau de la question d'asile, pour ceux qui sont ici, qui ont un problème. Je répète, qui ont un problème. Ce pas des gens qui viennent parce qu'ils aiment le pays et disent que je veux rester. D'ailleurs, dans toutes nos interventions, on a toujours dit qu'on ne devrait pas, par exemple, faire une demande d'asile parce que d'autres l'ont fait. On devrait s'organiser pour faire une demande si jamais on a des problèmes. Oui, Janima. Alors, oui, on est là. Oui, on t'écoute. François. Ok. Je pensais que vous aviez une question. Non. Ok, oui. Alors, ça veut dire que à ce niveau-là, on va dire que de plus en plus des gens viennent et puis ils n'ont pas, surtout 90% de ces personnes-là vont avoir les services de l'aide juridique et tous sont d'accord qu'il n'y a aucun service quand on a par exemple un représentant de l'aide juridique. Ils sont très compétents, mais cependant ils ne se prêtent pas à ce jeu-là. C'est jusqu'au dernier moment qu'ils vont faire appel à la personne pour l'aider et à préparer le dossier. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment très bizarre quand des leaders, quand des personnes leur disent d'aller voir les juridiques alors qu'ils savent qu'ils ne vont rien avoir comme possibilité. Des fois, ils les découragent, ils leur disent que non, vous n'avez pas besoin de représentants privés, c'est que vous, tout simplement, vous pouvez aller voir les juridiques. Des gens, évidemment, que vous connaissez aussi, qui ont fait presque 10-15 pays, qui sont sortis du Brésil, ils ont pu avoir cette possibilité pour arriver au Canada, et après maintenant, ils n'ont pas eu de bons services parce que
tout simplement, ils ont eu beaucoup à l'aide juridique et puis le problème reste là. C'est dommage. Alors, on dit que pour ceux qui vraiment ont besoin des services, d'être accompagnés. Notre accompagnement se fait d'abord au niveau de la préparation. Okay. Nous, on reste persuadés que si les gens sont préparés, ils vont réussir. Mais préparer quoi, François? Préparer l'audience. Okay. Parce que même s'il y avait 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui traversent la frontière pour venir ici, le gouvernement ne peut pas dire à la CIR, la commission d'immigration, de ne pas accepter ces gens. Ça veut dire qu'ils vont réussir leur audience s'il y a une préparation. Souvent, ça veut dire que le fait d'avoir ou à l'aide juridique, ils n'ont pas de préparation et à ce moment, ça fait l'affaire du gouvernement qui va avoir des taux d'échec de 90%. Alors, on leur dit, c'est que c'est à vous de vous organiser parce que là, maintenant, après tout ce trajet, après toute cette péripétie, il est temps de pouvoir préparer son dossier pour rester au pays. Alors, ça, c'était pour les demandeurs d'asile. Ensuite, on a pour les questions de considération humanitaire, pour les gens aussi qui veulent faire des demandes de permis d'études, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes à l'étranger qui aimeraient faire venir leurs parents. Vous savez que, par exemple, pour les gens qui sont en Haïti, souvent, quand ils ne peuvent pas avoir de permis d'études pour leurs enfants, leurs proches, ils sont obligés d'aller à la République dominicaine. Aujourd'hui, la population haïtienne, c'est la première clientèle de la République dominicaine. On dépense plus de 200 millions de dollars américains en études aux Républiques dominicaines. Ouais. Ça, c'est la faute. Alors, ce qu'on dit aux gens, avant de penser à la République dominicaine, commencez avec le Canada ou bien les États-Unis. Et si vous faites appel à nous, on va vous aider, on va vous dire comment on prépare un dossier de permis d'études. Ça va vous permettre à ce moment-là de pouvoir réussir votre cours. Parce qu'une fois que l'enfant va à la République dominicaine, il doit apprendre l'espagnol pendant un an. Et ensuite, le diplôme n'est pas reconnu en Amérique du Nord. Et on considère de l'argent. Et ces gens-là, ils se font traiter de négros, de négras. Ça veut dire que c'est pas intéressant. Alors, on est là pour les aider dans le dossier de permis d'études et pour terminer le visa de visiteur. Le visa de visiteur, de plus en plus, c'est pas facile. Et on a cette semaine parlé du cas des Vénézuéliens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas eu, par exemple, ils n'ont pas pu faire venir leurs parents. Alors, on leur dit, oui, le visa de visiteur reste et demeure une courtoisie. Si on prépare le dossier correctement et si on invite des personnes un peu plus âgées, parce que quand vous invitez des jeunes de 20 ans, de 25 ans, vous savez déjà qu'on va les refuser. Alors, nous, à Vision Max, on essaie de nous concentrer sur les cas de personnes plus âgées, des gens qui viennent pour visiter. Et là, on peut effectivement aider les personnes à avoir de bons résultats. Alors, c'est tout ça pour aujourd'hui, pour les services. Okay. Chaque semaine, on va s'organiser pour en parler. Oui, tous les vendredis. Oui, tous les vendredis, parce que c'est un peu plus léger. Et puis, les gens vont savoir qu'on est ouvert. Et le bureau, c'est à Saint-Léonard, 5365 Saint-Aron-Est, Sud 205. Alors, ils peuvent nous appeler au 438-876-9398. En Haïti, on a également un bureau. C'est assez important pour les gens qui ont des parents en Haïti. Parce que souvent, les autres bureaux qui sont ici, ils vont donner les formulaires aux parents ici. Et puis là, on va envoyer les formulaires. Ou bien les gens vont remplir les formulaires au téléphone. Imaginez, vous remplissez les formulaires au téléphone avec la personne. Tandis que nous, on a une installation, on a un bureau assez confortable. La personne vient. Et à partir de là, on remplit tous les formulaires et les dossiers nous sont acheminés par DHL. Donc, on fait de notre mieux pour donner un service de qualité, de proximité aux gens et personnalisé également. Alors, on leur dit de nous encourager parce que ça nous permet également de supporter nos nouvelles, une texto, et puis qui leur donne des informations de première main chaque jour. Ça c'est tous les jours, tous les matins. Oui. Et puis on est sur plusieurs plateformes. Là, on est en train de vous écouter sur Facebook, et puis sur WhatsApp, YouTube, et sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, et notre radio web s'en vient également. Exactement. Voilà, merci François.
Bon week-end, la semaine prochaine. Bon, bonne fête du drapeau, malgré ta petite montée de lait, bonne fête du drapeau. Encore une fois, on fera pas le débat parce qu'on s'entendra pas. Ah, c'est toi qui a réveillé le chat qui dort, là. Non, j'ai rien réveillé du tout. Tu as décidé d'en parler. Et moi, j'ai un point de vue tout à fait contraire. Ok, non, moi, c'est ça, exactement. Le débat se fait ailleurs. Oui, d'accord. Autour de café, peut-être. François. Salut. Bye. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour les dossiers immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82 Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, pré-PI. Cosmétique à multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas, l'entrepôt des produits. Ici, de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique à multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique à multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-I 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Alors, 7h28, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Nous sommes également sur Facebook, le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Et on va se rendre en Haïti. Oui, en Haïti. Et c'est surtout en Haïti qu'on va célébrer le drapeau. Hein. On n'en a pas fini de parler de la fête du drapeau. Mais, au début de l'émission, on avait effleuré ça. Oui. C'est quoi la particularité de cette fête cette année? C'est le fait que les drapeaux, à peu près 10 000, ont été cousus finalement en Haïti. Avant, hein, ils importaient. Ils importaient. Vous vous rendez compte? Ils importaient les drapeaux. C'est contrastant, ça. Le premier drapeau a été cousu en Haïti par Catherine Flon, 18 mai 1803. Mais d'année en année, Haïti se faisait livrer de l'étranger son drapeau pour célébrer cette fierté. Donc finalement, les drapeaux ont été cousus en Haïti. Et il y a le fait que, depuis la démobilisation de l'armée, il n'y avait pas de parade militaire proprement dite. OK? Et là, l'armée est de retour. On va voir. Aussi, ça va changer au niveau... parce qu'au sein de l'armée, il y a une façon de faire ça. Ouais. Et depuis des années, depuis la démobilisation de l'armée par Jean-Bertrand Aristide, on n'avait plus
on avait laissé un petit peu le côté protocolaire des forces armées, des militaires et tout ça. Et tout ça va revenir. On va écouter le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Particularité dans 18 mai 2018 à l'Arcaï, c'est tout d'abord défilé parade là, parce que nous connaissons depuis remobilisation de forces armées la première fois, nous pourrions gagner et défilé parade à l'Arcaï. C'est ça qui expliquait tout, que gagner un repositionnement de podium, parce que le protocole militaire là demandé que parade militaire là le fait en gens et j'en ai qu'on fait avant en forme de cul de sac. Il n'est pas convenable, donc il y a de nouvelles dispositions prend. Et puis, comme d'habitude, en termes d'innovation, c'est le concours de chant du ministère de l'Éducation nationale, côté que un concours est lancé à l'échelle nationale, côté que il y a des jeunes qui ont même été amenés à réfléchir dans le contexte drapeau. Et puis, bien évidemment, quand je dis le paquet a été mis, dans l'année antérieure, drapeau qu'on célébrait fait du drapeau à l'AKSC importé pour n'importe où, mais avec l'industrie du drapeau qui c'était une promesse du président de la République l'année dernière, un engagement de l'année dernière qui vient de réalité, il y a 10 000 gros drapeaux qui coudent à l'Arcaï avec 5 000 drapeaux, bien évidemment 10 000 drapeaux pour qu'on prête pour le suffit, pour toute l'étendue du territoire, c'est plus que 7 à 8 millions haïtiens qui ont remis un drapeau dans le moment, mais nous disons que c'est déjà un pas dans la bonne direction et l'objectif c'est que l'année prochaine nous atteignons la barre de millions de drapeaux par exemple qui coudent à l'industrie du drapeau qui est dans l'école Catherine Flon, ça qui permet que le nombre d'emplois qui créent au passé à 100 à 200 jusqu'à ce que nous atteignions le seuil idéal. Il s'appelle Lucien Jura. Ouais. Il jure tout le temps que ce qu'il dit c'est la vérité. Écoutez, c'est pas seulement à l'Arcaï que ça va se célébrer cette fête. C'est à travers le pays. Il y a un budget national qui a été dégagé pour ça. Il y a des initiatives citoyennes aussi, citoyennes, on va dire. À Tabar, imaginez, il y a un groupe de citoyens qui se sont dit, non, on va pas célébrer le drapeau dans des conditions d'insalubrité telles que ça se présente à Port-au-Prince et à Tabar en particulier. Alors, pelle, balai, toutes sortes de brouettes et tout. Ils sont en train de nettoyer comme à l'époque du 7 février 1986. Alors, Tabar, c'est là où vit Jean-Bertrand Aristide. Est-ce que, quelque part, il a un petit peu motivé ces jeunes-là, ce groupe-là, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est la municipalité où vit Jean-Bertrand Aristide aujourd'hui dans sa villa à Tabar. Bref, on laisse Tabar et Jean-Bertrand Aristide tranquille. On va parler d'états généraux maintenant. Oui, états généraux de la nation. Apparemment, il y a des précisions qui arrivent de temps en temps parce qu'au début, on avait beaucoup de confusion sur comment ça va se passer, comment s'organiser. Mais là, il semble que les choses commencent à se préciser. Oui, les choses commencent à se préciser, surtout avec le vice-président du comité de pilotage, Jean-Claude Desgranges, qui rappelle tous les rendez-vous qu'on a manqués dans l'histoire de ce pays pour qu'on arrive à se mettre ensemble, à discuter, à s'asseoir et prendre la route de développement ensemble pour ce pays. Il a parlé notamment de 1986, de plein d'autres rendez-vous qu'on a raté 1990, 2010 et tout ça. Et surtout en 2010, il dit, notamment après 1990, il dit on aurait pensé qu'on allait se mettre ensemble, mais au lieu de ça, on a bâti une constitution avec le fil de la division. Et c'est dommage. Non, nous préférons qu'une constitution avec l'encre de la division. En 2004, nous plutôt chitan goumé yon à l'autre. Et nous avons laissé passer le bicentenaire dans la honte et dans le désordre. En 2010, gros tremblement de terre. Nous perdu plus de 250 000 personnes qui enterrés tout partout sans sépulture. Monde de toutes catégories sociales, de toutes les couleurs, de tous les horizons. Là, ça va pas faire de tel parti politique, tel autre parti. Pas de faire moun en haut, moun en bas. Pas de faire moun en dehors, moun la ville. Pas de faire moun qui parle créole, moun qui parle français. C'était tout haïtien qui était péri. On t'a pensé que le Sahara, haïtien, t'es réussi après désastre naturel, ça, et t'as pas mettre tête ensemble pour réaliser les états généraux sectoriels. Nad marinade. Eh bien, je ne dis pas, au président de la République, qui est élu au suffrage universel, qui décidait d'annoncer les états généraux sectoriels et qui créait le comité ça pour nous faire avancer. Mes amis, sont circonstances historiques.
sont circonstances uniques. Et l'état général, ça, c'est pas ni pour Jacques, ni pour Jean, ni pour nous-mêmes, comité de pilotage avec secrétariat, c'est pour chaque monde qui chita là, c'est pour chaque haïtien, haïtienne qui vit sous terre des salines. C'est pour toi aussi, Jean-Humain. Non, je ne suis pas en Haïti, mais je sympathise. Je sympathise, qu'est-ce que tu veux. Eh bien, on a tellement parlé de ces états généraux, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Bon, là, on en a fini avec ça. Maintenant, dans les faits, comment est-ce que ça va se passer? Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces états généraux? Comment ça va se dérouler et c'est où? Et le résultat serait quoi? Mimose Félix, membre du comité de pilotage. Nous allons faire des assises départementales dans chaque département, sous des thématiques qui sont gouvernance politique, gouvernance économique, qui sont environnement la caillou, qui sont éducation la caillou, qui sont culture la caillou, qui sont haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, c'est haïtien tout. Il y a trois bonjours assises côté que tout délégué secteur là pral voyer, secteur femme pas dit qui est représenté, toute commune pas dit qui est représenté pour nous faire au moins 30 jours dans l'Assemblée, en deux départements la caillou pour nous brasser l'idée, pour nous dire nous-mêmes, mais qui j'en nous voulons pays nous. Là, tout diagnostic ça a fait fait. Qu'on y a là, nous allons faire un forum national. Côté que l'Assemblée, ça va voir délégué toujours une chita dans un grand forum national, ça, pour nous construire ce document stratégique là, pour nous sortir avec PAC là. Document ça a sorti, nous dit finalement, mais Haïti nous voulons. Et PAC ça, il faut qu'Haïti signe pour nous remettre président de la République là, pour connaître à qui de droit, pour que suivi qui fait pour application. Voilà, Mimose Félix. Mais, oui, vas-y. Elle a expliqué un peu globalement comment ça va se passer. On va voir dans la pratique ce que ça va donner, en fait. Qu'est-ce que ça va donner? Mais dans la pratique, ça adonne mal, comme on dit ici, au Québec. On va voir. Qu'est-ce qui se passe à la fusion, Jean? C'est justement ça. Qu'est-ce qui se passe à la fusion? Ça, c'est la grande question qu'on se pose désormais. Ouais. Il y a trois camps au sein de la fusion. Même plus deux maintenant. Non. Il y en a trois. Il y a deux anciens candidats malheureux qui contestent toujours, et ça c'est toujours au sein de la fusion. C'est en dehors de Victor Benoît qui a quitté la fusion et qui est allé former le rassemblement des social-démocrates pour le progrès. Mais il y a deux autres candidats malheureux qui restent au sein de la fusion et qui décident de se battre contre l'élection de Edmond Supplice-Bozil. Et hier, il y a un de ces groupes-là qui voulait donner une conférence de presse dans le local de la fusion. Ils sont allés, le gardien leur a dit « J'ai pas d'autorisation à vous ouvrir la barrière. » La barrière a été fermée à double tour et ces gens-là ont dû se tenir debout devant l'entrée des locaux de la fusion pour donner leur conférence de presse. Lovelist Numa de Radio Vision 2000 était là. Aucun des membres des deux cartels ayant contesté la réélection d'Edmond Supplice-Bozil n'a plus le droit de mettre les pieds au siège du parti, croit savoir Pédrica Saint-Jean, ancienne candidate au poste de présidente de la fusion pour le cartel Réconciliation Alternative. Nous-mêmes, tous les militants qui là, ils ont fait une barrière sur nous. Nous sommes parlé ensemble avec une gardien. Ils disent que ils ont passé l'ordre pour ne pas ouvrir barrière pour moi. Ça veut dire que tout militant qui a appuyé le mouvement que nous dit que directoire, ça son directoire de facto, son coup d'état que est al bail dans week-end 20 avril là, et bien tout le monde ça n'a pas de droit entrer dans le parti parce que Madame Bozil avec Osmond Pradel décidé de fermer barrière pour nous pas réunir. Selon Pédrica Saint-Jean, la conférence de presse avait pour but d'informer l'opinion publique sur l'évolution de la situation depuis la contestation de la reconduction de Madame Bozil à la tête du parti. Que nous te bail conférence de presse, nous te contesté soi-disant congrès. Eh bien, nous-mêmes, nous continuons avec les poursuites judiciaires, côté que nous sommes très prochainement, nous pourrons citer devant le tribunal. Et en même temps, nous écrit secrétaire général international socialiste, Louis Ayala, nous écrit toutes les autorités haïtiennes pour nous dire que fusion pas un directoire actuellement. Comme pour assouplir leur position,
Les contestataires affirment être disposés à arriver à une entente avec le directoire du parti afin de mettre fin à cette querelle interne. En ce qui a trait à entente à ex-présidente là, depuis avant coup d'état là, nous toujours disponibles pour nous jouer nos ententes. Jusqu'à présent, nous jouons nos ententes. Entente pour nous refaire congrès pour une direction qui est légitime et légale, côté c'est des vrais délégués communaux et départementaux qui pour venir. Entente pour une série de militants que excluent dans le parti, de par action et de par parole, pour tout le monde retourner dans la fusion, pour nous continuer la bataille pour l'avenir de la nation. Interrogé sur le fait par certains des dissidents d'avoir lancé leur propre mouvement politique, Pedrika Saint-Jean a répondu en ces termes. Liberté individuelle, droit de la personne, by tout le monde, possibilité pour faire ça, pour faire en tant que personne. Nous bien regrettons ça passé, du fait que il y a 2-3 grands qui sont fait notre parti politique, mais nous-mêmes nous dit que parti pas nous qui nous fondé en 2007 les fusions, nous allons quel côté. D'ailleurs, nous continuons de travailler en la fusion et nous souhaitons l'autre groupe de militants qui a fait notre parti politique en bonne chance. Suite au tollé suscité par le dernier congrès controversé de la fusion, les contestataires comptent lutter jusqu'au bout pour l'avenir de cette formation politique. N'a bataille juste Marimi, n'a bataille jusqu'à la victoire finale. Fusion pas crasée, fusion pas crasée, et nous dit fusion pas crasée. C'est déjà arrivé, Victor Benoît a plié bagage. Hein. Bref. Et apparemment, le vent de la division frappe fort aussi dans le camp de PHTK aussi. Oui, ben, c'est un peu la même situation, mais jusqu'à présent, il semble, au sein du PHTK, avoir réussi à contenir un petit peu les fronts de certains camps ou de certains militants. Il y a le camp, on croyait qu'il y avait 2 camps au sein du PHTK, le camp de Yannick Mézil et le camp de Liné Balthazar. Eh ben, ils ont rencontré la presse hier, Yannick Mézil, ainsi que Roudier Rivaux et tout le directoire du PHTK pour dire, écoutez, le PHTK est un parti uni, il n'y a pas 2 camps et il n'y a pas de problème. Mais difficilement, c'était difficilement croyable. PHTK n'a pas de 2 branches. PHTK, nous tous sommes seuls nous et sont seules branches que nous y pas de 2 branches. Liné Balthazar avec Yannick Mézil, nous sommes seuls. Petit PHTK nous pas de 2 branches. Regardez, nous avons président, c'est un seul dans nous. Pas de 2 branches. Madame, pas de bon, si les gens ne connaissent pas, moi-même, nous sommes seule branche. Moi là, cadre statut parti. Ça fait penser que tu es contentieux, c'est parce que tu parles de branche Yannick Mézil et branche Liné Balthazar. Non, pas de branche Liné Balthazar, pas de branche Yannick Mézil. PHTK sont seuls liés. Oui, cette affaire de 2 branches là, ça va exister. Non, capable de gagner des gens qui décident de faire un travail dans le point par eux, mais après à l'arrivée, ils viennent retrouver nous pour conjuguer force nous, énergie nous et intelligence nous pour aller de l'avant. Non, pas que le président. Bon seul, vous voyez, j'aime l'autre bois, je regarde là, c'est Mme Mézil. Et l'autre a retrouvé. Voilà, le fameux Woody Rivaux, ancien sénateur Lavalas. Oui. Effectivement, qui a changé de camp, qui est devenu PHTK dur et pur. Ouais. Voilà, non, ça vous donne une idée de la situation et de la réalité de ces États généraux, puisque dans les faits, les partis politiques ne s'entendent pas, il n'y a pas de démocratie, pas de compromis au sein même des partis, pour commencer, à l'échelle nationale. Allez voir donc. Et voilà. On va parler de choléra. Dans ce contexte-là, tout le monde oublie que le virus du choléra, même est encore là, est encore présent. Et c'est un virus qui est latent, et puis de temps en temps, ça fait une petite remontée ici et là. Et cette fois, c'est au Gonaïves, dans la 4e section communale, je crois, de Gonaïves. Il y a eu 3 morts cette semaine, imaginez déjà, et beaucoup de gens qui ont été infectés, malades, et qui sont obligés d'être transportés à l'hôpital. Donc, il y a une petite recrudescence des cas de choléra en Haïti. Écoutons Andrés Aristide de la Tour. C'est ça. Vraiment, le choléra est monté
Ensuite, on connaît nous dans la saison la pluie qu'on y a. Pendant la pluie a tombé, on connaît mieux fait besoin à terre. Et puis, qu'on y a là, on connaît dans la terre de l'eau sans traiter. Et puis, tout le bagage. Donc, combien de monde nous recensés qui déjà touché en bas maladie ça, dans la rivière Bayonne? Nous avons 30 personnes environ qui étaient hospitalisés. Ils ont commencé convalescent, mais maintenant, on va faire qu'il y a 5 ou 6 qui sont toujours dans cette idée. Et combien de monde qui mourent déjà? Nous avons madame qui est dans 20 ans, plus nous avons 2 petits monde qui mourent. Mais les gens, c'est les gens qui appellent résistance à Caillou, qui ont refusé de venir dans cette pays et mourir la Caillou. Et quelle situation est-ce qu'on a là pour capable contrôler la maladie, qui accompagnement nous gagnons au niveau de direction départementale santé la Tibonite pour nous combattre la maladie ça? Direction santé la Tibonite là, ils ont accompagné nous, ils ont aidé nous, nous avons ACF encore, qui c'est partenaire nous, nous avons Croix-Rouge encore, mettez main avec nous, ils ont mettez des agents sur tout le terrain, dans tout le monde, parce qu'on connaît, Bayonne, il y a plus de monde que le terrain. Ils ont dégagé là, il y a fait une sensibilisation pour montrer mon nécessité pour ne pas faire besoin à terre, pour suspendre l'eau sans traiter, pour pratiquer tout le principe d'hygiène. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité, une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plaindre pour un refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. C'est 7h48. Vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et en direct sur Facebook également. Nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Alors, c'est le moment des commentaires, Jean-Étienne, et c'est le bleu et rouge qui vont dominer ça. On n'a pas beaucoup de choix là. Il faut qu'on en parle. D'abord, la partie haïtienne ou la partie montréalaise? Je te laisse le choix. Oh ben... Ah, il n'a pas d'opinion, lui. Ah ben, sur le drapeau. Bref, pour là, je te laisse le choix de commencer. Oui, ce qu'il faut souligner, on a entendu Lucien Jurat, le porte-parole de la présidence, qui parlait des particularités de la fête du drapeau cette année. Et on doit souligner que ça fait quand même 100 ans depuis que la ville d'Arcahaie reçoit justement les célébrations officielles. Tous les chefs d'État qui se sont succédés en Haïti depuis 1918, ok,
se sont toujours rendus à Arcahaie pour célébrer la fête du drapeau. Mais le drapeau a été cousu un 18 mai 1803 par Catherine Flon, justement, quelques mois avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti, officielle le 1er janvier 1804. Ça, c'est l'histoire, mais ça fait 100 ans depuis que Arcahaie, comme ville, accueille cet événement-là, cette célébration. Et après 100 ans, on est toujours rendu à chaque année à des travaux de construction de stands pour accueillir les chefs d'État, les invités, les diplomates, tout le monde. Tous les ambassadeurs, les diplomates, les représentants des pays étrangers sont là à Arcahaie. Et puis c'est une ville parent pauvre, là, comme toutes les petites villes d'Haïti, là. Hein? Et on n'a jamais pu... Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, c'est que on a appris, moi je ne le savais pas, honnêtement, que d'année en année, depuis une centaine d'années, le drapeau qui a été cousu en Haïti la première fois, un 18 mai 1803, par une haïtienne Catherine Flon, ben, on se faisait coudre ça à l'étranger et les importer. Je pense que là, il faut vraiment qu'on décide ce qu'on veut faire. D'abord, je vais insister sur l'aspect symbolique, patriotique et même économique même de ça. Parce que s'il faut produire les drapeaux, c'est quelque part de l'investissement que vous faites dans votre économie. Parce qu'il y a des jeunes, regarde la situation actuelle avec des jeunes qui partent tout le temps... c'est de l'emploi, ça. Mais oui, en plus de tout ça, on ne parle pas là des produits pharmaceutiques. On ne parle pas des produits alimentaires qui sont très exigeants en termes des normes, de réfrigération, etc. On parle de tissus. Ça prend une machine, ça prend une idée entrepreneuriale, ça prend juste quelques jeunes et puis voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse à faire? Parce que probablement, ça fait l'affaire d'un groupe d'entrepreneurs à Port-au-Prince ou ailleurs en Haïti de faire produire ça à l'étranger et on l'amène pour le mettre sur le marché. C'est très bizarre parce que ça prend pas grand-chose en termes d'investissement, en termes de planification et en termes de machinerie pour faire ça en Haïti. On n'a pas compris pourquoi et comment ils ont réussi à faire fabriquer les drapeaux. Là, on est en train de parler au président antérieur, là. Mais je parle parce que Jovenel Moïse, oui, mais t'as raison, faut noter que Jovenel Moïse, c'est le premier qui a dit non. Avec un petit élan de nationaliste, il a dit non, on va faire ça ici. Ça, c'est... Écoutez, on est dans une situation où la FMI nous dicte ce qu'on doit faire par rapport à notre budget et autres, parce que l'économie va mal. Il y a des choses vraiment simples comme ça, qui reviennent toutes les années. On ne peut pas s'asseoir, s'organiser. Justement, on parle des présidents ou des dirigeants avant. Mais pour moi, c'est quelque part une honte même de parler de ça comme ça, dans le sens, ce que symbolise le drapeau haïtien, le drapeau pour une nation, et vous faites fabriquer ça ailleurs pour distribuer ou pour on ne s'entendra pas là-dessus. C'est pas une honte de parler de ça. Au contraire, c'est une fierté pour la présidence haïtienne aujourd'hui de parler de ça, puisque ils sont en train de couper court à cette pratique qui durait 100 ans déjà. Et je crois qu'ils devraient être fiers, et tous les Haïtiens aujourd'hui devraient être fiers qu'ils en parlent et qu'ils aient décidé de mettre fin à ça. Ok, moi je pense que pour le gouvernement, justement, c'est un point de communication ou une note politique importante. Mais de façon générale, comme Haïtien, ça fait pas mon honneur de savoir que depuis toutes ces années... Ça fait pas honneur au président antérieur. Mais c'est ce que je dis. Ça fait pas mon honneur aussi comme Haïtien de savoir depuis toutes ces années, jusqu'à l'arrivée de Jovenel Moïse maintenant, qu'on faisait fabriquer nos drapeaux, le symbole de la patrie et autres ailleurs. C'est dans ce sens-là que je dis, pour moi, c'est vraiment une honte de savoir depuis tout ce temps-là, on importait. Un jour, peut-être qu'on va importer l'air, qu'on va respirer, on importe l'eau maintenant, la nourriture, on importe nos drapeaux. Peut-être on va importer aussi l'air pour respirer un jour, parce que là, on ne comprend pas.
Voilà, quand tu vas, lorsque tu feras ton voyage en Haïti, tu partiras avec une bonne bouffée d'air. En tout cas, ils sont pas encore là. Ah, d'accord. Non, mais c'est sérieux là. C'est sérieux dans un contexte où vraiment l'économie va mal. On a besoin d'encourager l'investissement. Il y a des choses aussi simples comme ça, comme la fabrication des drapeaux haïtiens. C'est obligatoire. On va revenir l'année prochaine sur ça. On devait vraiment trouver une formule pour faire fabriquer ça. Parlons toujours de drapeaux. Maintenant, la partie montréalaise. La fête risque d'être belle aujourd'hui, mais pas demain, avec la pluie qui pourrait pointer le bout de son nez demain. À Montréal-Nord, c'est prévu pour demain. À Parc Extension, c'est prévu pour demain aussi. Mais à Saint-Michel, à la Perle Retrouvée, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Et donc, c'est 2 jours de célébration pour la fête du drapeau ici. Et bon, d'année en année, il y a toujours des politiciens, des amis. La mairesse de Saint-Michel, Annie Sanson, était toujours là, à la Perle Retrouvée. L'ancien maire de Montréal, ça c'est l'ancienne mairesse Annie Sanson, je veux dire. Je ne sais pas si je l'ai précisé, parce que ça a changé. Et l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, était toujours présent aussi à la Perle Retrouvée avec les Haïtiens pour célébrer ça. Et la mairesse de Montréal-Nord, en plus d'être présente au coin Pascal et Roland, elle l'a confirmé, vous l'avez entendu en début d'émission, qu'elle sera là aussi à la Perle Retrouvée pour célébrer le drapeau avec les Haïtiens. Elle sera à 2 endroits, donc chez elle, à Montréal-Nord, et là-bas, à la Perle Retrouvée, pour aller célébrer le drapeau. Moi, je dirais que la fête du drapeau, que ce soit ici à Montréal ou en Haïti, c'est peut-être une bonne occasion vraiment de se poser des questions, de se regarder dans le miroir pour dire vraiment où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment finalement pour aider le pays. Et là-dessus, j'invite tout le monde, tous les Haïtiens à avoir quelques minutes de réflexion, de méditation si vous voulez, par rapport à Haïti d'une façon générale, à nos frères et sœurs, pas seulement en Haïti, mais un peu partout dans le monde. Ça vaut la peine vraiment de profiter de ces occasions-là pour y penser. Moi, j'apprécie bien ce petit élan nationaliste qui arrive tout d'un coup, comme un papa tout d'un coup, un monsieur tout d'un coup, comme on dit chez nous, avec la décision d'Haïti de faire confectionner le drapeau à Akaye même. Ça a été confectionné à Akaye cette année. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ok. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On vous retrouve lundi matin, 7h, pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Januma, bon week-end. Ah, c'est vendredi, Dieu merci. Au revoir.